Bonjour Thomas, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, alors je m'appelle Thomas Ruyant, je suis navigateur et skipper de l'IMOCA Vulnérable pour le prochain Vendée Globe. Alors Thomas, est-ce que tu peux nous raconter ta découverte de la voile? Ça se passe dans le Nord. Ma découverte de la voile, bah, je suis né à Dunkerque et j'ai grandi à Dunkerque, donc alors je suis pas breton, mais j'ai grandi quand même au bord de l'eau, donc je pense que ça aide pour avoir un peu d'affinité avec l'univers maritime. Et donc moi, mes premiers bords de bateau, ça devait être en optimiste sur des petits stages l'été. Euh, Après, j'ai pas fait d'optimiste une activité à l'année, c'était vraiment très ponctuel. Mais c'était quand même mes premiers bords en bateau. Et mon papa avait aussi un laser, c'est un petit support olympique, dans le garage. Et donc, quand je me suis senti, je lui piquais un peu son petit bateau, comme on habitait pas loin on habitait près au bord de l'eau. Voilà, ça c'est mes premiers bords en bateau. Ouais. En revanche, tu as un rapport très tôt au sport et à la compétition. Toi, tu rêvais pas forcément d'être Éric Tabarly quand tu étais jeune, mais plutôt Wayne Gretzky. C'était plus ça. Et tout de suite, il y a un rapport à la compète quand même. Ouais, c'est marrant cette référence à Wayne Gretzky, c'est vraiment mon époque 99 des Los Angeles Kings. Et oui, c'est vrai, j'ai fait beaucoup de hockey sur glace, ça a été vraiment mon sport. On m'a mis sur des patins à l'âge de 5 ans, parce qu'il y avait aussi, bon, il y avait la mer, mais il y avait aussi la patinoire juste à côté de la maison. Et mon papa, plus jeune, est parti un peu au Canada. Et donc, je me souviens, il travaillait dans une. Enfin, je me souviens, non, je me souviens pas, mais il nous racontait travailler dans une patinoire où il passait la surfaceuse et il allait patiner avec les hockeyeurs du club. Et donc, il trouvait ça chouette. Et donc, comme il y avait cette patinoire-là, voilà. J'ai commencé le hockey à 5 ans jusqu'à l'âge de 14 ou 15 ans, donc une dizaine d'années. Voilà, j'ai même fait sport-études, donc j'étais vraiment à fond. Et ouais, ouais, c'était plus ça. C'est vrai que la voile, c'est vrai, c'est arrivé beaucoup plus tard et ça n'a pas été du tout un rêve de gosse, en tout cas au début. Ouais. À tel point que même tu as fait des études pour devenir prof de sport et faire STAPS. Alors j'ai fait des études, pas tant pour être prof de sport, mais en tout cas des études de ouais, ouais, STAPS, et avec une spécialité événementielle, management. Voilà, mais c'est vrai que le sport, depuis tout petit, ça occupe quand même une place importante. J'ai toujours aimé ça. J'ai des parents sportifs aussi. Je pense que ça aide forcément, cet entourage. Et c'est quoi? C'est le dépassement de soi? C'est le jeu? C'est la compétition? Qu'est-ce qui t'a C'est ça, attiré? c'est l'adrénaline, le jeu, la compétition. Alors après, est-ce qu'on est compétiteur? J'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que bah oui, ces années, notamment au hockey, à faire des tournois, faire des matchs tous les week-ends, et tout ça, je pense que ça aiguise un peu cette envie de compète et, et ouais, certainement, ça vient un petit peu de là. Ouais. Mm. Alors, il y a le hockey sur glace, le sport-études, la compétition, le goût de la compétition. Et puis, bah, tu vas quand même bifurquer vers la voile. Explique-nous ce retour à ce que tu avais découvert en optimiste et sur quel support et comment ça se concrétise dans une vie de jeune adulte. Alors, il y a le hockey sur glace, il y a un peu d'athlé, course à pied, un petit peu de triathlon rapidement, mais et finalement, c'est suite à de nouveau des stages l'été en laser à l'époque, où là, je me suis vraiment senti bien et j'ai vraiment aimé ça. Et donc ça a été je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 16-17 ans. Euh, et suite à ce stage en été, j'ai décidé de m'inscrire à l'année au club de voile de Dunkerque. Et donc j'ai fait 2-3 saisons en laser, qui est un support olympique. Alors j'ai pas trop le gabarit pour ce type de support. Ça se passait bien dans le petit temps, mais c'est tout. Donc voilà. Et puis j'avais eu envie ouais, de goûter aussi un petit peu à d'autres supports. Et c'est au lycée que j'ai commencé à faire un peu de first class 8, donc c'est un petit dériveur habitable. Et ça, pareil, ça m'a énormément plu. La régate, le fait aussi d'être sur un bateau un petit peu plus gros, en équipage, bateau rapide, voilà, ça a démarré un petit peu comme ça.
Et donc ça, c'était en parallèle de fin de lycée, mes études. Et donc je participais, je me souviens, au championnat de France Espoir. Et là, j'ai commencé à regarder et à découvrir un peu la Mini Transat. C'est un peu les années lycée et mes années d'études en STAPS où je commençais à regarder ce truc-là. Je dis, ouais, ça a l'air chouette, les bâtons ont l'air fun, c'est du solo, ça a l'air d'être un chouette défi. Et à la fin de mes études, j'ai commencé à travailler dans un ship chez Bleu Marine à Dunkerque. Et en fait, il se trouve qu'il y avait un mini transat, donc le numéro 247, qui était dans le port. Alors je regardais la mini transat, mais sans forcément me dire que j'y participerais, mais ça, voilà, je trouvais ça chouette, quoi. Et en fait, le fait qu'il y ait ce mini dans le port m'a dit, bah, en fait, bah, pourquoi pas. Et en fait, je suis allé voir le propriétaire de ce mini. C'était un plan Roger de quelle année? Je sais, 2003 ou 2002, je crois. Et à l'époque, on était en 2005 ou 2006. Et donc, je lui ai proposé de retaper un peu son bateau, parce que ça faisait un moment qu'il était dans le port et que le bateau végétait un peu. Et donc, j'ai remis un peu en place le bateau, je l'ai remis en état. Et c'est vraiment à ce moment-là que je redécouvre la voile en solo et des bateaux qui sont un peu plus faits pour le large, quoi. Et à ce moment-là, dans ton imaginaire, dans ton périmètre, quelle place a le Vendée Globe? Pareil, c'est des courses que j'aime bien suivre, que je connais, mais ça m'attire pas. C'est pas un truc qui m'attire encore. Là, quand je découvre un peu ce mini qui était à Dunkerque et puis cette course, la mini transat, je me dis tiens, à la fin de mes études, ben ça peut être un truc sympa à faire avant de rentrer dans une vie active, on va dire classique. Et donc c'est avec ce mini que je prends le départ de ma première mini transat. Mais encore là, même au départ de cette mini transat, évidemment, je sais ce que c'est le Vendée Globe et tout ça, mais pour moi, c'est un one shot, quoi. Je me destine pas du tout à une carrière de marin ou de navigateur. Je fais vraiment ça pour le fun, parce que j'aime bien être en mer et sur l'eau. Mais voilà. Et donc je participe à cette première mini transat. Ça me plaît. Les partenaires, les petits partenaires que j'avais trouvés à l'époque, bah, ça leur plaît aussi. Et du coup, ça s'enchaîne. Et en fait, c'est bien plus tard. C'est après la route du Rhum en classe 40. Je te refais pas le fil de l'histoire, mais c'est 4-5 ans plus tard où je me dis, bah tiens, en fait, le Vendée Globe, est-ce que ça serait pas une course pour moi, quoi. Mais alors, Ça arrive tard. quel souvenir tu as des premiers Vendée, des éditions contemporaines de ton adolescence? Qu'est-ce qui t'a marqué dans soit les histoires, soit les skippers, soit les éditions? Alors, moi, j'ai un souvenir d'avoir commencé vraiment à suivre la course, l'édition Jean Le Cam, Vincent Rioux. Voilà, ce match-là où Vincent finit par gagner. Mais c'est vraiment ce premier Vendée Globe-là où j'ai suivi de près ce qui se passait et sur l'eau. Après, évidemment, les histoires, les fortunes de mer et tout ça, j'ai suivi un petit peu, mais vraiment, j'ai été piqué par le suivi de cette course-là sur cette édition. Je ne sais même plus quelle année c'était d'ailleurs. 2004. 2004, ouais, c'est ça. C'est le moment finalement où je commençais à naviguer de plus en plus, quoi. Alors, on saute des étapes, évidemment. Il y a du Tour de France dans la grande tradition dunkerquoise avec Daniel Souben. Il y a plein d'aventures en classe 40, tu l'as dit. Et puis, 2016, il y a la possibilité de courir un Vendée Globe. Et raconte-nous, qu'est-ce qui te reste de ce Vendée qui va s'arrêter brutalement avec finalement le pire, je crois qu'on peut vivre des expériences sur un Vendée Globe, c'est-à-dire casser son bateau au milieu de nulle part, très loin des terres. Ouais, alors je sais pas si mon expérience sur le Vendée 2016 est la pire qui puisse arriver, mais elle était pas drôle, ça c'est sûr. 2016, c'était mon premier Vendée. J'en garde des très bons souvenirs, bizarrement. Peut-être même plus que le Vendée 2020, on pourrait y revenir, mais
C'est vrai que c'était un beau projet déjà, nordiste, qui se termine pas bien parce que je m'arrête à mi-chemin en Nouvelle-Zélande, mais je découvre aussi la course. Je découvre aussi ces bateaux, les IMOCA. Ça fait quoi, 2 ans que je navigue en IMOCA quand je prends le départ du Vendée. Et en fait, j'adore ça, quoi. Toute cette première partie. Et pourtant, j'ai eu un paquet de galères. Hein. J'ai pas eu que la casse au large de la Nouvelle-Zélande. J'en ai eu d'autres avant ça. Une voie d'eau, enfin, des lattes qui cassent, voilà, plein de trucs. Mais voilà, ce défi-là, avec relever à chaque fois, tous les jours, des petits problèmes, et puis faire avancer cette grosse machine avec de la confrontation autour, j'ai vraiment pris mon pied, quoi. J'ai vraiment aimé ça. Et c'est vrai que quand je m'arrête en Nouvelle-Zélande, parce que je casse mon bateau en deux, en fait, je me pose pas la question longtemps de savoir si j'ai envie d'y retourner. J'ai envie d'y retourner. Je sais pas encore comment, ni avec qui, quoi, quel bateau, mais enfin, en tout cas, j'ai envie d'être présent sur l'édition suivante. Donc, ce Vendée Globe 2007, moi, j'en garde des souvenirs très forts, notamment toute cette première moitié où bah, je régate avec Jean Le Cam, Yann Eliès, qui sont voilà, mes concurrents les plus proches en fait. Donc, moi j'étais tout jeune à l'époque encore et bon, je suis pas non plus un vieux briscard aujourd'hui, mais en tout cas, c'était un très très bon souvenir quoi. Alors après, ben, par contre, la fin de course, c'est un moins bon souvenir. Mais c'est une fortune de mer ouais, qui était compliquée. Ouais. Le bateau se casse en deux. Le Vendée Globe se termine là pour moi. À 3 jours de la première terre, quand même. Ouais, alors à 3 jours de la Nouvelle-Zélande avec un bateau un peu cassé, mais finalement, bon, dans mon malheur, j'étais pas non plus si loin de la Nouvelle-Zélande et c'est ce qui a permis de sauver le bateau. Parce que en 3 jours, l'avarie s'est beaucoup dégradée. Et, et j'y ai repensé d'ailleurs en 2020 parce que ce qui arrive à Kevin, finalement, c'était un bateau au niveau architectural qui était très proche, voire identique. Et donc voilà, j'ai eu la chance moi que le bateau ne finisse pas de se casser en deux et qu'il y ait encore un peu de structure en fond de coque qui tienne l'ensemble, mais ça aurait pu se finir beaucoup plus vite. Mais c'est Ou en tout ça, cas, là, avec la possibilité de tout simplement pas ramener le bateau. Pas pouvoir ramener le bateau au sable. Et donc là, ce serait fini dans le radeau. c'est Ouais, ça. Tu vas quand même passer 3 jours en TPS avec ta balise autour du cou. ouais. Bah c'est sûr que quand ça arrive, je sais pas jusqu'où tiendra le bateau. Je mets du temps à reprendre ma route pour sécuriser le bateau, vider toute la flotte qu'il y avait à l'intérieur, faire tourner les pompes de cale. Et le bateau est, ouais, est détruit, quoi. Hein. Ça tient encore. Par chance, j'ai encore le mât debout, mais avec un gréement très détendu. Donc j'arrive quand même à avoir un petit peu de voile pour avancer. Mais c'est vrai que la situation, elle n'est pas simple. Donc ouais, j'ai le radeau dans le cockpit. J'ai la balise à côté de moi. J'ai la direction de course en contact régulièrement. Et avec ouais, un peu toutes les options à ce moment-là en tête et je me prépare au pire, quoi. C'est de perdre ma maison, quoi, mon bateau. Mais bon, tant qu'il flotte, j'essaie d'avancer et bah, au final, j'arrive en Nouvelle-Zélande, dans le petit port de Bluff, après 3 jours. Et c'est a posteriori que tu réalises quand même le danger que tu courais. Ouais, vraiment après être arrivé finalement tu te rends un peu compte de ce qu'était la situation et même tu as un peu peur, ce qui n'a pas été vraiment le cas au début où tu sais que c'est grave ce qui t'arrive et finalement tu sais qu'il faut rester concentré, réagir et pas se laisser aller, enfin voilà, pas se laisser faire par la situation. Donc j'ai vraiment peur après coup. Quand je repense à ouais, ce qui s'est passé, au choc, parce que le moment où le bateau casse, c'était quand même c'était un accident. Enfin, ça a été très très violent. Et ouais, ça je m'en souviendrai longtemps, quoi, ce truc-là. Mais bon, au final, j'ai réussi à ramener le bateau. Et puis ce bateau, il a fini son tour du monde à l'époque.
Et il navigue encore et il va reprendre le départ de Tour du Monde avec Conrad, donc c'est bien. Et ça ne t'a pas dégoûté, et tu es reparti sur un nouveau cycle, et tu te retrouves à participer à ton deuxième Vendée avec un projet sportif qui est monté en gamme. Oui, et après donc ce Vendée Globe 2016, ben, l'envie elle est forte d'y retourner. J'ai retourné une première fois en 2020 avec un bateau qui s'appelait à l'époque Linked Out, où on a découvert un peu ce qu'étaient les grands foils, en tout cas des vrais foilers. C'est un Vendée Globe qui m'a beaucoup appris et qui a permis, je pense, là aujourd'hui, de partir sur le Vendée Globe 2024 avec encore plus d'envie, avec une expérience plus forte, avec une vraie connaissance du fonctionnement de ces bateaux-là, que j'avais pas au départ en 2020. En 3-4 ans, là, entre 2020 et 2024, on a énormément progressé. On a compris comment les bateaux fonctionnaient, en tout cas je pense. Et on a aussi tiré les leçons du Vendée Globe 2020, et c'est aussi pour ça qu'on a fait un bateau neuf pour cette édition. Pour justement, je pense, avoir un bateau bien plus adapté à une course comme le Vendée Globe. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis au départ du Vendée Globe 2024 avec le bateau que je rêvais d'avoir pour cette course, après avoir gagné des courses en IMOCA, ce qui nous donne aussi beaucoup de confiance, moi, mais toute l'équipe aussi, on sait le faire. Et ouais, le sentiment d'être vraiment prêt. Et surtout d'être prêt, mais ouais, d'avoir vraiment envie d'y aller, quoi. Et là, aujourd'hui, on est à quelques semaines du départ. J'ai qu'une hâte, là, c'est d'aller régater avec les 40 bateaux et d'utiliser ma machine, quoi. Et d'aller faire le tour du monde. Là, j'ai hâte, vraiment hâte. Avec un plateau sportif génial, et c'est vrai que l'amateur de sport et de compète que tu es doit aussi être très alléché par cette course qui arrive. Tu l'as dit, tu as gagné plusieurs courses en IMOCA. Comment tu vas vivre, envisager cette compétition? Parce qu'on a vu sur les transats que vous étiez capable de mener des rythmes assez dingues. Est-ce que ce rythme, cette intensité, ce niveau d'engagement que vous êtes capable de mettre sur 15-20 jours, vous allez être capable de le tenir sur une durée qui sera x4 quoi, par rapport à une transat? Ce qui est sûr, c'est que depuis 3 ans, avec mon bateau actuel, on les a pas ménagés, les bateaux. Parce que les courses aussi veulent ça, parce que la concurrence est forte, et c'est vrai que sur les transats comme le Rhum, comme la Jacques Vabre, on a le pied au plancher, et je pense qu'en préparation d'un Vendée, c'est bien, parce qu'on éprouve les machines, on les casse parfois, ce qui nous est arrivé notamment sur le Fastnet il y a un peu plus d'un an. Ça nous a aussi permis de bien adapter les bateaux en termes de structure aussi, d'aménagement, de voile. Et est-ce que je vais avoir le même rythme sur ce Vendée Globe qui arrive que ce qu'on a pu faire sur les transats? Par moment, oui, certainement. Mais je pense qu'il va falloir être un peu plus intelligent que ça. Et ouais, c'est une course qui dure 80 jours ou 70, 72 le record. Et j'espère bien qu'on va le battre d'ailleurs, ce record, mais en tout cas, c'est pas une transat. Donc il faut avoir bien ça en tête. Je suis content d'avoir navigué comme j'ai pu naviguer pendant 3 ans, pied au plancher. Mais je sais aussi, je pense, en tout cas être un peu plus capable aujourd'hui de savoir comment gérer ce nouveau bateau. Et je pense que les bateaux qu'on a aujourd'hui, c'est des bateaux un peu nos limites. Donc ça sera vraiment aujourd'hui à nous, les marins, de vraiment travailler cette gestion dans la durée, de ne pas s'emballer si ça ne sert à rien de s'emballer, et de trouver le bon niveau d'engagement, d'utilisation de bateau sur un tour du monde.
Ça va être une des clés, parce que depuis 2020, finalement, les équipes ont progressé aussi. Les bateaux sont plus costauds, on a moins d'avaries. Il va y en avoir des avaries, on va avoir des problèmes techniques, il va se passer plein de trucs, et je pense que celui qui gagnera sera certainement celui qui a eu le moins de pépins ou qui aura su mieux le gérer. Est-ce que celui qui va gagner sera celui qui a le moins de problèmes d'appendice? Euh, oui, enfin de toute façon, je pense que la tête de flotte, ce sera des bateaux qui n'ont pas trop de problèmes ou qui arriveront à avoir un bateau finalement assez intègre. C'est sûr que des avaries majeures comme j'ai pu avoir en 2020, enfin une avarie majeure, pas pour la sécurité, mais en tout cas pour la performance, comme la casse d'un foil, bah ouais, ça sera rédhibitoire. Ça l'a été en 2020, ça le sera de nouveau en 2024. Donc il faut, c'est sûr que la préservation de ces appendices, elle est importante. La préservation du bateau en général. Euh, et après, bah, ça va être. Mais pour ça, pour préserver ce bateau, voilà, c'est toute cette histoire de où on met le curseur et à quel moment on pousse, à quel moment on préserve, à quel moment. Voilà, c'est cette gestion de course, je pense, qui va être une des clés de ce Vendée Globe. Bien gérer, voilà, notre environnement, notre bateau, le bonhomme. Là-dessus, justement, où attaquer? Est-ce que il y a, comme il pourrait y avoir sur une piste de ski ou sur un circuit de Formule 1, un endroit dans ce parcours, un océan, une mer, un cap à passer, un poteau noir par exemple, où tu te dis bah, c'est là qu'il faut vraiment mettre la gomme parce que c'est là qu'il faut pouvoir accrocher le tapis roulant des pressions, de l'arrivée dans les 40e. Comment tu découpes un peu le Bah, parcours? à quel moment je vais mettre la gomme, je suis incapable de te le dire aujourd'hui. Il y a quelques schémas et voilà, il y a quand même une connaissance météo aujourd'hui de ce qu'on va rencontrer sur un tour du monde qui peuvent nous donner quelques indications, mais ça va dépendre effectivement de la situation météo, mais d'où se trouve la concurrence. Donc finalement, le fil et le scénario de la course, je ne l'ai pas. Je l'ai pas et c'est voilà, c'est c'est au fil de l'eau que tout ça va s'écrire. Donc euh, voilà, ça va dépendre de tout ça. Le moment où on... Après, je n'ai pas du tout envie de me projeter dans l'ensemble du Tour du Monde. Ce que je sais juste, c'est que ça va être long et qu'il va falloir préserver tout ça, le bateau, le marin, et que les choses, je vais les prendre par étapes, parce que se projeter sur l'ensemble d'un Tour du Monde, c'est trop compliqué. Et donc, voilà, On découpe par tranche, c'est ça? il y aura le départ déjà, le golfe de Gascogne, les Alizés, le passage du Poteau Noir, la gestion de Sainte-Hélène dans l'Atlantique Sud, l'arrivée dans le Sud, dans le Grand Sud, l'Indien, le Pacifique. Bon voilà, le passage des caps. On va vraiment, moi j'ai vraiment envie de dérouler par phase, quoi, par étape, pour pas non plus pas avoir trop le vertige de ce qui m'attend. Et ça veut dire que par exemple, si on rate son entrée en lice parce qu'on a du mal à digérer le départ et qu'on met 2 3 jours à s'amariner correctement, on peut espérer revenir dans l'Atlantique Sud avec le groupe de tête. Comment on gère ça? Bien sûr, mais on l'a vu avec le scénario de 2020. Enfin, en tout cas, la fin de course est écrite à aucun moment. Et même si finalement le début de course est pas celui espéré ou parce que voilà, pour plein de raisons, c'est pas c'est loin d'être rédhibitoire. Hein, la course est très très longue. Malgré tout, je pense quand même que ce début de course est important. Euh, cette descente de l'Atlantique Nord puis Sud et l'arrivée, enfin en tout cas toute cette partie entre le départ et l'entrée dans les mers du Sud, c'est un des gros morceaux du Vendée. On parle souvent du Sud, évidemment, c'est une partie importante et un gros morceau, mais ces premières 3 semaines, on va dire, c'est souvent là qu'il y a des casses. C'est voilà, l'entrée dans la course, dans le Tour du Monde. Il peut y avoir des passages à niveau très importants, comme en 2016 par exemple,
Ça a été un peu le scénario. Donc, ces premières 3 semaines, faut pas trop s'endormir quand même. En tout cas, pour moi, ce début de course, sur plein de niveaux, il est important pour dérouler après son Vendée. Et voilà, mais il est assez clé, ouais. Sur la transition terre-mer, après 3 semaines de voilà, rencontre avec un public, son public, des fans, des supporters, des amis. Et puis là, d'un coup, on vous libère et vous êtes tout seul. Raconte-nous comment on gère ça. Je sais que ça s'était moyennement passé certaines fois pour toi dans ces 2 premières éditions, même si évidemment celle du Covid était un peu différente. Comment on prépare la transition? Est-ce que ça s'était moyennement passé mes dernières fois? Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que bah ouais, on est dans une espèce de gros événement, bulle médiatique très sollicité, pas simple à gérer, des plannings chargés, et tout ça avant de partir seul pendant 3 mois. Et donc c'est sûr que et puis pour finir ce tunnel, une remontée de chenal, ou en tout cas je sais pas, une descente ou une remontée, enfin en tout cas une sortie des Sables d'Olonne par le chenal, qui prend beaucoup d'énergie, qui envoie beaucoup d'adrénaline. Et donc bah ouais, derrière, faut rebasculer en mode course, partir sur son tour du monde. Et donc bah ouais, ça c'est plusieurs. Ouais, il faut je pense un petit temps d'adaptation, mais déjà qu'il en faut sur une course classique. Faut s'amariner, faut prendre ses marques à bord, faut s'organiser. Et donc oui, sur un Vendée Globe, c'est encore plus compliqué parce que bah ouais, c'est pas rien c'est pas anodin de partir sur un tour du monde. Enfin, en tout cas, ce moment de départ, il est compliqué, quoi. Il est pas évident. Donc, mais j'ai des gens autour de moi qui organisent ça aussi avec moi, qui a déjà une expérience du Vendée, et qui sont aussi là pour voilà, protéger aussi un petit peu ça, cet environnement autour du bateau, pour me protéger moi, voilà. Après, moi, je veux faire attention finalement, j'ai vraiment envie de faire attention à tout ce que représente le Vendée Globe pour les gens, et finalement tout ce que c'est pendant ces 3 semaines qu'on nous renvoie toute la puissance de cet événement, quoi. Et je veux faire attention de ne pas être trop impacté par ça. Je sais ce que c'est le Vendée Globe, mais c'est vrai que pendant 3 semaines, on nous met dans la tronche pas mal, quoi. C'est la course de tous les superlatifs, c'est un truc énorme qu'on va faire, et on le sait, et on nous le dit beaucoup, et faut se protéger un peu de ça aussi, je pense. Donc aller surfer régulièrement. Par exemple. Non, mais c'est sûr que on a fait attention dans le planning de ces 3 semaines de garder des vrais temps sans rien. Et à la fois pour les proches, mais aussi pour avoir des activités autres. Et voilà, moi je le fais voilà, en allant faire du sport, du surf, passer du temps en famille. Et voilà, c'est ça qui va permettre aussi de garder un petit peu les pieds sur terre, voilà, par rapport à tout ce qui se passe autour Est-ce que tu peux de cet événement. Ouais. est-ce que tu peux nous parler un peu de cette nouvelle campagne de ton sponsor? Vous affichez un nouveau logo dans vos voiles avec Sam Goodchild, qui est ton partenaire d'écurie. Vulnérable. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux nous expliquer? Est-ce qu'un grand champion comme toi, favori du Vendée Globe, peut, sans se fragiliser, annoncer comme ça qu'il est vulnérable? Alors c'est vrai que c'est pas du tout anodin. C'est pas un nom d'assaut, c'est pas un nom de boîte, c'est un mot, vulnérable. Et puis on a 2 bateaux en plus avec ce même nom, un peu à la mode écurie de F1 ou sport mécanique. En tout cas, ce mot, il est là pour interpeller, pour provoquer un peu l'échange. C'est le nom d'une campagne qui vise à justement changer un peu ce regard sur la vulnérabilité, nos vulnérabilités. C'est initié par mon partenaire, Advance, qui est spécialiste de cybersécurité. Donc lui aussi, dans son métier, finalement, il traite de la vulnérabilité des systèmes
informatiques des institutions, des organisations. Et l'idée derrière tout ça, c'est de montrer que les vulnérabilités, finalement, ça peut être une force. C'est pas qu'une faiblesse, c'est un peu de le remettre finalement au centre du jeu. Voilà, et donc pour tout ça, il y a une espèce de coalition avec des associations qu'on connaît bien, pour ma part Entourage, qui a porté le dispositif Linked Out, notamment sur mon dernier Vendée Globe, Team for the Planet. Voilà, donc on reste proche des associations qu'on soutient depuis longtemps, mais en essayant d'avoir un projet qui, voilà, un peu plus global et qui va essayer en tout cas d'initier un changement de regard. Voilà. Et c'est un projet qui est riche, qui nous apporte tous beaucoup parce que ça provoque justement des discussions, des échanges très riches. Et je pense que c'est ça en tout cas, je pense que peut provoquer deux bateaux avec un nom un peu décalé, ou en tout cas pas courant. C'est pas une marque de sponsor, voilà, c'est un mot qui va justement interpeller. Et l'idée, c'est vraiment de provoquer la réflexion, certainement. Ouais. C'est un appel à l'humilité? C'est un appel à l'humilité, oui, peut-être. En tout cas, nos bateaux qui partent faire le tour du monde, je pense, ou en tout cas ce sport course au large, est peut-être un des mieux placés pour pouvoir parler de ça. Clairement, avant des globes, on sait qu'on va avoir des problèmes. On sait qu'on va avoir des emmerdes, on sait qu'on va casser, qu'il va falloir gérer ça. Et je pense que déjà de le savoir, c'est une force. On n'est pas invulnérable en fait avec nos bateaux. C'est ce qu'on essaye d'être peut-être, parce que dans la préparation des bateaux, on a une grosse équipe avec des ultra spécialistes pour justement réussir à avoir un bateau le plus près possible. Mais ça suffira pas. On sait pas ce qui nous arrivera, mais ça nous arrivera. Et je pense que le parallèle avec ce qu'on vit aussi à terre, avec la vie en général, finalement c'est ça, quoi. Il va se passer des choses, on le sait, et ça fait aussi partie du jeu. Voilà, donc oui, on est vulnérable, bien sûr. Ça veut dire que tu t'es préparé aussi à ne pas gagner ce Vendée Globe? Je ne me suis pas préparé à un résultat particulier. On s'est préparé pour être dans les meilleures dispositions possibles au départ. Et je sais aujourd'hui que j'ai le bateau dont je rêve, qui est taillé pour cette course, avec un entourage d'un niveau extrêmement haut. Je suis très très bien entouré. Et donc voilà, je suis dans l'état dans lequel je voulais être. Après, j'ai pas du tout envie de me projeter. On m'a déjà posé la question, et qu'est-ce qui se passe si tu gagnes? Et qu'est-ce qui se passe si tu perds? Ou en tout cas si tu n'arrives pas, ou si tu fais pas le résultat que tu veux. Mais j'ai pas du tout envie de me projeter aussi loin, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je vais prendre les choses par étapes. Je veux pas aller trop vite. Voilà, je vais faire ma course en y allant. Voilà. Donc la prochaine étape, c'est quoi? Et c'est cette présence au SAD déjà, c'est de rentrer tout doucement dans l'événement. C'est quand même chouette d'être ici. C'est une course qui a lieu que tous les 4 ans finalement. C'est de bien vivre ça, c'est d'en profiter aussi avec l'équipe parce que c'est le départ du Vendée, mais c'est aussi un peu pour tout le groupe, l'arrivée de 3 ans ou 4 ans de travail pour préparer un bateau pour cette course-là. Donc j'ai envie aussi de profiter des gens qui préparent le bateau et qui sont là pour ça, parce que leur travail va s'arrêter là, au moment du départ. Et donc... La prochaine étape, c'était ça? Moi, je croyais que tu allais me répondre, c'est la marée haute pour ta prochaine session de surf. Ouais, il y a ça aussi, c'est sûr, à continuer à pas trop se faire avaler par le Vendée et garder du temps pour soi. Profiter de l'équipe, puis après il sera temps de penser à la remontée de Chenal au départ.
Et puis voilà, puis à la suite. Eh ben, bonne course, merci beaucoup. Merci.